Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à la qualité de l'air intérieur, l'air de nos maisons, celui que nous respirons, un air qui, vous allez le voir, est en train de devenir un véritable enjeu de santé publique. Pourquoi aujourd'hui l'air intérieur devient-il plus pollué parfois que l'air extérieur? Quelles sont les conséquences sur les bâtiments et sur la santé des habitants? Quelles solutions, quelles techniques mettre en place pour y remédier et retrouver un air sain? Nous allons répondre à toutes ces questions avec nos spécialistes. Alors c'est vrai que ces moisissures, ces murs humides, on a tous été confrontés à ce problème et pas nécessairement dans les logements les plus anciens. Philippe Lamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Lamy Expertise, société spécialisée dans l'expertise des pathologies du bâtiment. Ces problèmes d'air intérieur avec ses conséquences visibles, est-ce que vous y êtes souvent confrontés? C'est un désordre majeur en termes de nombre de dossiers que nous traitons, juste devant les fissures, pour tout donner un ordre de grandeur. Et ces désordres sont généralement dus à différents facteurs. Quels sont ces facteurs? Alors, parmi ceux-là, je passerai rapidement sur les infiltrations d'eau pluviale par de mauvaises étanchéités de toiture, d'hébergement de cheminées. On a aussi assez régulièrement des problématiques de remontée capillaire par des murs périphériques mal isolés ou des fondations mal isolées. Mais ce que nous rencontrons le plus souvent, c'est surtout des problématiques de condensation. Condensation donc d'un air humide sur un mur qui est froid. Voilà. Donc la condensation, ce qu'on appelle aussi la rosée, est un phénomène que l'on observe lorsqu'on favorise la rencontre entre une paroi froide, voire trop froide si elle est mal isolée, et un air chaud, voire trop chaud si on chauffe trop. Alors ces deux facteurs favorisent donc cette condensation et la prolifération de micro-organismes, de moisissures. Et ils sont souvent augmentés, potentialisés par deux autres facteurs qui sont un excès d'humidité, par les pratiques qu'on a dans les logements, si on fait sécher du linge, si on fait chauffe trop de cuisine à la vapeur par exemple, et aussi lorsqu'on a un manque de ventilation, voire parfois pas de ventilation du tout, ce qu'on voit assez souvent, en particulier dans les logements qui ont été rénovés, avec des fenêtres qui ont été choisies pour être parfaitement étanches et qui ne respectent plus la nécessité d'arriver d'air neuf. Ah, parce que c'est une direction que je vais vous poser. Est-ce que c'est plutôt dans les logements anciens qu'on observe ces problèmes ou dans les logements récents? En fait, vous dites ce sont dans les logements qui sont bien isolés, qu'ils soient anciens ou récents, c'est ça? C'est un fléau qui est très bien partagé en fait. Parce qu'on trouve dans les logements très anciens parfois ce genre de problème lorsqu'on a changé les fenêtres en particulier, lorsqu'on a cherché à rendre ce logement ancien étanche alors qu'on n'a pas prévu de ventilation. Dans les logements très récents, en principe, il y a une ventilation correcte, même si ça n'est qu'une ventilation simple flux, c'est mieux que rien. Et dans les logements un peu plus anciens, c'est-à-dire qu'on 20, 30 ans, c'est-à-dire qui datent d'une époque où la VMC n'était pas encore très en cours, on a aussi ces soucis. Donc en fait, si je comprends bien, on a donc un problème de condensation qui est lié à une humidité. Il y a de plus en plus d'humidité à cause de nos habitudes et par le fait qu'on n'aère plus et qu'on a des logements qui sont de moins en moins bien ventilés parce qu'on les a rendus étanches avec de l'isolation, on a mis des nouvelles fenêtres, on a bien isolé. Donc en fait, est-ce que ce n'est pas une pathologie qui est en train de se développer? Alors, elle se développe pour deux raisons. Il y a les mauvaises pratiques, c'est-à-dire qu'il y a les habitants qui utilisent leur logement au mépris des règles les plus élémentaires pour prévenir ce désordre, par ignorance du phénomène. Notamment, il est assez courant que lorsqu'on voit de la condensation chez soi et lorsqu'on voit des moisissures, on augmente le chauffage pour assécher l'air, ce qui est le contraire qu'il faut faire, puisqu'on augmente le différentiel et le point entre de rosée. La chaleur de l'air et la Voilà. paroi froide du mur. Il est assez courant également qu'on voit des gens obturer les entrées d'air frais dans une maison qui est dotée d'une VMC, pensant que c'est de l'humidité qui vient de l'extérieur, alors que du coup on fait cesser le flux de renouvellement, ce qui est également une mauvaise chose. Et plus alarmant, me semble-t-il, est la tendance des nouvelles réglementations qui consistent à vouloir préserver absolument l'économie d'énergie au détriment du nécessaire renouvellement d'air pour un impératif de santé publique. Et oui, parce qu'on se dit, si on fait rentrer de l'air froid, je vais devoir dépenser plus en chauffage. Tout ça montre que quand on a ces problèmes, on vient de voir quelques photos avec ces moisissures, ces condensations, que les habitants n'ont pas conscience de l'origine du problème. Ils n'ont pas conscience de l'origine du problème, certainement, et c'est pour ça qu'ils répondent souvent de manière désordonnée et contre-efficace face à cette problématique, ce qui les amène au final à prendre le conseil d'un professionnel. Et puis aussi, je crois qu'ils ne sont pas accompagnés dans cette bonne gestion par le fait que l'accent est mis sur l'économie d'énergie, point barre. On ne parle pas assez de l'enjeu de santé publique. Est-ce que cette pathologie du bâtiment, comme vous les qualifiez, peuvent affecter la valeur vénale, la valeur du bien immobilier ?
Alors, je viens à l'instant de parler de l'enjeu de santé publique. Il y en a un autre qui est assez considérable également. C'est la valorisation des immeubles qui sont confrontés à ce type de désordre. Très souvent, on affecte effectivement la présentation visuelle de l'immeuble, les embellissements, la propreté, et on oblige à faire des réflexions dites de propreté, mais parfois ça va bien au-delà, car lorsque l'humidité se développe, on peut avoir des éléments de structure qui sont affectés, que ce soit simplement par la corruption, le pourrissement d'éléments de structure en bois, voire même à l'extrême, et dans des cas heureusement extrêmement rares, le développement de mérules, par exemple, qu'on appelle aussi la lèpre des maisons, et qui affecte même la maçonnerie. La mérule, qui est une conséquence, même si elle est rare, voilà, mais extrême, du manque de ventilation et de renouvellement d'air. Absolument. Philippe Lamy, merci beaucoup pour ces témoignages. Là, on a vu votre vision d'expert un peu globale. Docteur Suzanne Deux, bonjour. Bonjour. Vous êtes ORL et directrice de Medieco, société experte en ingénierie de santé dans le bâti et l'urbanisme. Alors, on vient de découvrir dans le reportage une centaine de polluants, des polluants qui viennent de l'extérieur, des polluants surtout produits à l'intérieur, parfois en concentration 5 fois supérieure à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quels sont les risques pour la santé de tous ces polluants d'une mauvaise qualité générale de l'air intérieur? Alors, ils sont aussi variés que les polluants, parce qu'en fonction du type de polluant, on va avoir des symptômes ou des maladies différentes. Commençons d'abord par les microbes, les virus. Le virus de la grippe, c'est vrai qu'un bâtiment avec un air qui n'est pas suffisamment renouvelé va avoir une augmentation de la contagiosité de la grippe. Un membre de la famille revient, il a la grippe. Si le bâtiment est mal ventilé, toute la famille peut l'attraper beaucoup plus facilement. Les concentrations seront plus élevées. Donc, ce problème-là. Ensuite, on en a parlé, les problèmes allergisants, les symptômes allergiques. On a parlé du formaldéhyde. C'est vrai que c'est le puissant, la substance qui potentialise le plus les réactions allergiques. Il faut savoir quand même qu'on a à peu près, suivant les tranches d'âge, entre 15 et 20% de la population qui est allergique. Donc, c'est un phénomène en pleine expansion. En expansion. On peut vraiment dire que l'augmentation de ces allergies est liée pour partie à la dégradation de la qualité de l'air intérieur? Alors, on peut le dire. Bon, on ne va pas dire que c'est dû qu'à l'air intérieur. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on aggrave. Donc ça, c'est les symptômes allergiques. Ensuite, on a un problème aussi, on a des symptômes qu'on dit neurovégétatifs qui sont maux de tête, fatigue, les odeurs aussi, les odeurs qui peuvent déclencher certains symptômes, de nausées. Donc ça, beaucoup de substances peuvent être odorantes. On en met d'ailleurs un peu trop dans l'intérieur de nos bâtiments et après on ne les élimine pas. Notamment quand on nettoie, on l'a vu. Voilà. Ensuite, on a aussi des baisses de performance. Quand vous êtes dans un air confiné, vous avez l'impression quand même qu'il manque un petit peu d'air pour faire fonctionner vos neurones. Donc ça, c'est mesurable. Et puis, bien sûr, on a des pathologies graves du style cancer. Par exemple, avec le radon, qui est le responsable en France de 2000 cancers du poumon. C'est quand même beaucoup. C'est autant que le tabagisme passif, pour lequel on a réglementé. Ce radon, il faut s'arrêter 30 secondes. Donc, c'est ce gaz qui est émis naturellement par des roches qui vient du sous-sol, notamment dans les régions granitiques, la Bretagne, le Massif central. Il s'accumule dans les maisons dont l'air n'est pas renouvelé au lieu de se disperser en atmosphère. Absolument. Donc, le radon est quand même le polluant majeur au niveau de l'impact sanitaire, au niveau quantitatif. Ensuite, il y a le benzène, qui est aussi un cancérogène, qui nous vient surtout de la combustion, on l'a vu, de la combustion et de l'air extérieur. Donc, on a tout un cocktail, bien sûr, de polluants avec des effets variés sur la santé. C'est pas très rassurant. Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus exposées que d'autres au sein du foyer? Bien sûr, les plus jeunes, les enfants qui sont en voie de développement, qui ont leurs alvéoles pulmonaires qui se multiplient, qui ont leur surface pulmonaire qui se multiplie pour atteindre à l'âge adulte 70 à 80 mètres carrés de contact entre l'air et le sang. Il est évident que s'ils respirent régulièrement des molécules qui vont faire des réactions inflammatoires, au lieu d'avoir une surface pulmonaire aussi importante, ils en auront un petit peu moins. Donc on impacte vie entière leur capacité respiratoire. Et bien sûr, les personnes âgées, toutes les personnes qui ont déjà des symptômes, surtout respiratoires, on va aggraver leur pathologie. C'est une menace invisible. Oui. Monsieur Lamy le disait, on n'en a pas conscience. Est-ce que, il y a un signe, c'est l'apparition de moisissures, de papier peint qui se décolle. Est-ce que quand ça arrive, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir déjà un impact négatif sur la santé? C'est sûr, parce que souvent, les moisissures, d'ailleurs, quand on les voit, c'est déjà peut-être un peu tard, parce que des fois, on a des moisissures, on a l'odeur de moisi,
On ne le voit pas encore, les moisissures, parce qu'elles sont derrière un placard mal ventilé, parois froides et mauvaise ventilation. Elles peuvent être derrière un papier peint, après un dégât des eaux, par exemple. Et là, on a l'odeur comme premier signe, mais après, quand on les voit, c'est vrai qu'il y a possibilité de libérer des spores dans l'air. Et à ce moment-là, ce sont ces spores-là qu'on va pouvoir inhaler. Alors, c'est vrai qu'on a le réflexe, qu'on est en train de perdre d'ailleurs, d'aérer une fois par jour en ouvrant ses fenêtres. Mais finalement, quand on voit la présence de polluants qui peuvent aussi arriver par l'air extérieur, est-ce que aérer quotidiennement, c'est la panacée? Quand vous ouvrez une fenêtre, ça ne renouvelle l'air que de cette pièce-là, donc ce n'est pas général. Si vous ouvrez la chambre, vous ne renouvelez pas l'air du salon. En zone urbaine, on a quand même l'air extérieur qui est particulièrement contaminé. Mais il faut toujours bien se rendre compte que l'air intérieur est plus... Les concentrations sont plus élevées dans l'air intérieur que dans l'air extérieur. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas ouvrir les fenêtres et on a besoin de cet air extérieur. Mais peut-être qu'on peut limiter la concentration de polluants par des systèmes de filtration. D'accord. Donc, quel est pour vous, en quelque sorte, le système idéal qui permettrait de retrouver un air sain en permanence? Je ne sais pas s'il y a des systèmes idéaux, mais disons qu'on peut essayer par des technologies d'apporter l'air, d'abord d'apporter l'air qu'il faut, c'est-à-dire quantitativement, et d'essayer d'améliorer sa qualité, et donc de l'apporter et de le diffuser dans tout le logement, dans tous les points, et d'extraire l'air vicié. Donc c'est des systèmes mécaniques qui peuvent assurer ce type de renouvellement d'air. Merci beaucoup, Dr Déoux. Le Dr Déoux le disait, ça a été pointé aussi par M. Lamy en début d'émission. Il est très important que cette ventilation soit permanente pour éviter l'installation d'humidité à l'intérieur du logement. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci à tous nos spécialistes. J'espère qu'elle vous aura aidé à mesurer les enjeux de la qualité de l'air intérieur et de sa préservation, un enjeu de santé publique, un enjeu aussi pour la santé des bâtiments. J'espère qu'elle aura répondu à toutes les questions que vous vous posez sur la ventilation double flux. À bientôt, au revoir.